Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente Olivier Violo et Jean-Paul Bouchon, nos deux interlocuteurs du jour, qui ont participé à cette édition de l'Actualité Nouvelle-Aquitaine, revue éditée par l'Espace Mendès France à Poitiers, qui est partenaire de cette manifestation. Le numéro Faits divers, paru il y a quelques années, qui existe encore, pas totalement épuisé. Je vous en parlerai un tout petit peu plus. Olivier Violo est magistrat. Il est actuellement conseiller référendaire à la Cour de cassation. Il a été substitut du procureur dans le Maine-et-Loire, dans le Maine-et-Loire. Ensuite, il a été juge d'instruction. Et c'est à ce titre-là qu'il va surtout nous parler aujourd'hui pour nous raconter comment se mène une enquête de la scène de crime au procès, avec tous les détails et tout ce qu'il faut savoir sur la façon dont on mène cette affaire, ce qui complétera ce que Frédéric Chauveau racontait tout à l'heure. Et puis Jean-Paul Bouchon, qui était avocat. Au passage, il a écrit un livre de mémoire sur ses premières années d'avocat à Poitiers, et c'est absolument truculent. Et Jean-Paul Bouchon a toujours beaucoup d'humour, même si on ne le voit pas immédiatement. Et puis, il a écrit, donc il a été avocat avoué, métier qui a disparu il y a quelques années, et qui passe le plus clair de son temps maintenant, non seulement à lire des livres, mais surtout à en écrire, et à écrire des romans noirs, on peut dire, dont deux qui sont absolument formidables, qui se passent à Poitiers, La Bête de Poitiers et Les deux interlocuteurs aiguilles, paru chez Geste Édition, et bien d'autres. Le dernier se passe à Mel. Et c'est, comme il a été avocat, c'est tout ce qu'il raconte est très juste quand il parle de la justice, quand il parle d'une enquête. Et en plus, comme il connaît très très bien Poitiers, alors c'est pas le ressort de l'histoire principale, mais c'est encore mieux quand on lit ses livres parce qu'on reconnaît ou on découvre des lieux qu'on ne connaît pas. Donc alors d'abord, un mot sur cette revue, ce numéro de l'actualité Faits divers. Coup de chapeau à Frédéric Chauveau, que vous avez écouté, admiré tout à l'heure, qui est absolument formidable. Donc, il y a un long compagnonnage avec Frédéric Chauveau. Et il y a ce type de compagnonnage est assez rare, finalement, avec le nombre d'enseignants-chercheurs qu'il y a dans les universités de la région, en particulier à Poitiers. On a de très, très bonnes relations avec tout le monde, évidemment. Mais quelquefois, ça produit des choses. Et donc, ce numéro a été en partie inspiré par Frédéric Chauveau. On l'a fait ensemble. Et bien sûr, avec Michel Perrault, qui a été notre marraine et qui a ouvert d'ailleurs le dossier avec un article qui raconte comment on passe justement du fait divers au fait d'histoire. Et et grâce à Frédéric Chauveau, on était en relation avec quantité d'historiens, de ce qu'on appelle les historiens du sensible, donc Alain Corbin, Georges Vigarello, qu'on retrouvera dans le prochain numéro de la revue, André Roche, mais aussi Myriam Tsekounas et bien d'autres, qu'on retrouve dans ce numéro-là, ainsi que quantité de ses étudiants. Il a dirigé je ne sais pas combien de thèses en histoire contemporaine, alors toujours à voir un peu, évidemment, avec le crime, avec des choses bizarres, sordides. Et donc voilà, il y en a quelques-uns comme ça, au moins une dizaine, qui ont écrit des articles sur des études d'affaires. Et alors, je voulais citer Michel Perrault. Dans cet article, a dit « Le fait divers met en scène des pulsions cachées, plonge dans l'incandescence des passions contenues. » Ça confirme exactement ce que tu disais tout à l'heure. Et elle cite, alors, plusieurs personnes citent Florence Aubenas, on ne l'a pas encore cité aujourd'hui. C'est quelqu'un d'absolument formidable. Ça fait partie des journalistes qui traitent de façon brillantissime et intelligente les faits divers dans les journaux. Et c'est elle qui a écrit notamment L'inconnu de la Poste, donc une histoire qu'elle a suivie sur une dizaine d'années. Et donc Florence Aubenas dit, pardon, Michel Perrault cite Florence Aubenas qui dit « Le fait divers, c'est comme l'alcool. On en lit un, deux, et on n'arrive plus à en sortir. » Bon, donc, alors pour continuer, par exemple, vous avez des faits divers qui sont devenus des faits d'histoire. Dans ce numéro, Alain Corbin nous raconte le crime de Haute-Faille qu'il avait intitulé, donc c'est 1870, un hobereau se fait tabasser très sérieusement et même brûler par les gens du marché du village.
parce qu'il est accusé d'être l'allié des Prussiens, enfin, etc. Et ça donne un titre, Le village des cannibales. Alors, quand on passe à Haute-Faille aujourd'hui, on ne peut pas du tout imaginer que c'était un village de cannibales parce que c'est un peu désert, et comme ça l'était sans doute déjà à l'époque. On peut lire eh bien, évidemment un article très original de Nicole Pellegrin sur les émeutières au XVIIIe siècle, donc à La Rochelle, dans l'île de Ré, à Rochefort, à Châtellerault. On y trouve aussi Pierre Prétout, médiéviste de l'Université de La Rochelle, qui raconte comment on mène une enquête au Moyen Âge. Il est aussi évoqué Pierre de l'Ancre. Alors vous avez certainement entendu de Pierre de l'Ancre, c'était le chasseur de sorcières au XVIIe siècle dans le Pays Basque. Il en a fait tuer je ne sais pas combien. Et puis, bien sûr, il y a toute une partie littéraire avec des auteurs comme Hervé Lecor, alors, le roman noir d'aujourd'hui. Hervé Lecor, donc il y a un grand entretien avec lui, c'est le roman noir urbain. On n'a pas évoqué avec lui la partie roman historique, le roman noir urbain, et donc il parle beaucoup de Bordeaux, là où il habite, et quand on lit, alors bon, c'est des histoires, même si ça a été écrit il y a 20-30 ans, ça n'a pas pris une ride, et on est vraiment dans une atmosphère très, très particulière et qui correspond, pour ceux qui connaissent, les quartiers dont il parle, c'est tout à fait authentique. Et à l'opposé, si on peut dire, dans un autre genre, il y a Frank Buys qui, lui, est dans le rural profond. Alors, il n'aime pas trop qu'on dise qu'il écrit des romans noirs, parce que c'est pas exactement ça, mais son succès est dû à ça. C'est les amateurs de policiers, de romans noirs qui l'ont porté. Et donc, on est vraiment dans le pays des taiseux, où il ne se passe rien, où on se dit qu'on ne se parle pas, et le non-dit fait qu'on arrive au drame. Et puis, alors après, donc, il y en a d'autres, alors je les cite, je les ai notés. Évidemment, Simoneau, indépassable, vu par François Bon, Philippe Génada, Sébastien Chandron, Yann Lespoux, Cyril Herry, Serge Lupagny, Antonin Varenne, Patrick Dounet, Franck Linol, et bien sûr les frères Bouchon, qui à l'époque sortaient un premier Sherlock Holmes, mais même Arthur Upfield. Alors, Arthur Upfield, c'est un Australien c'est l'inventeur du polar anthropologique. Vous avez certainement lu ou entendu parler de Tony Ellerman, l'Américain qui faisait des romans qui se passaient avec un Indien Navarro en Arizona. C'est les années 70, mais vraiment l'ancêtre, c'est Arthur Upfield. Et Arthur Upfield était un homme très savant, puisqu'il lisait toute la prose anthropologique de l'époque, et ce qu'on le retrouve, alors dissimulé évidemment, enfin, en racontant les faits dans ses romans. Et donc, c'est Jean-Michel Jeunesse, le préhistorien, qui connaît très bien cette région, qui nous en parle et qui nous révèle certaines choses. Dernière chose sur Michel Foucault. Quelqu'un a dit tout à l'heure que, évidemment, oui, on sait, il habitait dans la rue de la séquestrée de Poitiers. La rue de la Visitation. À l'époque, quand il est né, Michel Foucault, c'était la rue de la Visitation. Ça a été renommé rue Arturan ensuite. Mais ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait moins, et ça je l'avais découvert en lisant le livre de Jean-Marie Augustin sur la séquestrée, c'est que la famille de la séquestrée habitait en face de la maison d'arrêt, parce que l'ancien couvent avait été transformé après la Révolution en maison d'arrêt, ensuite démoli pour devenir la poste. Donc la maison d'arrêt se trouvait à l'époque à la poste actuellement, et que il était fascinant. Alors ça, c'est le frère de Michel Foucault qui nous le racontait, Denis Foucault, qui n'est plus de ce monde, qui nous disait que, donc, oui, évidemment, il savait quand il passait, qu'il revenait de l'école, de temps en temps, il disait oui, c'était là qu'elle était, etc. Bon, ça ne l'a pas marqué outre mesure, mais peut-être que s'il avait vécu plus longtemps, il aurait pu s'y attarder. Et ce que m'a raconté Denis Foucault, c'est qu'en revanche, il était aussi fasciné par Marie Hortin, donc qui était sourde, muette, aveugle, et qui était à Larnay, qui a été sauvée, grâce à une religieuse qui lui a appris le langage des signes. Donc ça a donné un film il y a quelques années qui était absolument passionnant. Donc voilà. Et donc, alors évidemment, on peut dire que c'est prédestiné, mais quand même, ça fait beaucoup de choses. En plus, ben, le père était chirurgien, et donc vous voyez où se trouve la maison de Michel Foucault, c'est l'angle de la rue Arthur-Rand qui donne vers les escaliers de la gare. Et donc, c'est une belle maison, fin 19e. Et il y a une toute petite excroissance qui donne sur le parking. Et c'est là, d'après ce que me disait Denis Foucault, c'est là que le père recevait ses patients, avant de les opérer ensuite ailleurs, etc. Et les petites opérations se passaient là. Donc, Michel Foucault vivait vraiment dans un environnement
médical des chirurgiens, où tout le monde d'ailleurs était chirurgien de père en fils. Son frère, Denis Foucault, est devenu chirurgien. Voilà, c'est terminé. Dernière chose, vous pouvez retrouver sur Internet les anciens numéros de la revue. Et donc, on avait fait un dossier, à l'occasion des rencontres Michel Foucault, on a fait un gros dossier sur Michel Foucault. Et à cette occasion, on avait parlé du film Moi, Pierre Rivière, l'affaire a été évoquée tout à l'heure. Donc, le film de René Alliot a été tourné en 1975. Et on a interviewé à l'occasion les deux assistants réalisateurs de René Alliot, qui étaient des débutants. Et donc, c'était Gérard Mordia et Nicolas Philibert, qui tous les deux ont gardé un souvenir extraordinaire de ce moment. Justement, quand ils sont allés en repérage pour aller chercher les figurants, les figurants acteurs, les gens du coin, parce que le film a été tourné pas dans les lieux de ce crime, de ce fait divers, mais parce que ça avait été trop modifié. Mais ça a été tourné alors je me souviens plus, à une trentaine de kilomètres, pas très très loin. Il y avait encore ce paysage de haies, etc. Et l'un d'eux raconte que pour les vêtements, ils sont allés voir tout simplement dans les armoires de leur grand-mère. Et donc, dans le film, ils sont habillés avec les vêtements de leurs grands-parents qui ont vécu cette affaire. Et on voit, Frédéric a montré une photo, on voit Michel Foucault pendant le tournage. Alors, Michel Foucault a joué dans le film, il jouait le rôle il y a une photo qui existe, qui est à l'IMEC, on le voit habillé de façon très noble. En fait, il jouait le rôle du procureur. Et alors ça, c'est Gérard Mordia, je crois, qui le raconte. La scène a été tournée, le procureur, le président. Et Gérard Mordia dit que, en fait, le président du tribunal était joué par René Alliot, qui finalement n'était pas très bon acteur, quoi. C'était pas... Donc du coup, la scène n'était pas exploitable, et donc c'est parti, on ne sait pas où, ça fait partie des rushs, et sans doute que ça a disparu. Et ce qui est vraiment dommage, il faudrait peut-être voir à l'IMEC s'il y a des morceaux de ce film qui sont restés, parce que ça pourrait être intéressant, même sans le son, de voir Michel Foucault jouer un procureur. Voilà. Voilà. Bon, j'arrête là. Et donc, dernière chose quand même, on a interviewé le vrai Pierre Rivière. Donc c'est du 19e siècle, mais un des copains d'école, de lycée de Michel Foucault s'appelait Pierre Rivière. Donc on l'a retrouvé et donc il nous racontait ses années de lycée avec Michel Foucault. Après, ils ne sont pas vraiment revus. Voilà, bon, c'est anecdotique, mais c'est quand même très, très intéressant. On pourrait creuser la question. Voilà. Donc, après ce long préambule, Olivier, vous nous racontez d'abord, on ne va pas répéter ce qui a été dit par Michel Perrault tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est qu'un fait divers quand on est magistrat? Est-ce que ça existe vraiment ou pas? Est-ce que c'est un langage de journaliste ou d'historien? Alors, c'est vrai que venir ici en tant que magistrat parler d'un fait divers, c'est un exercice un peu délicat parce que le fait divers n'existe pas en droit pénal. On a des infractions, on a des catégories, crimes, délits, contraventions, on a des qualifications juridiques, un vol, un viol, un meurtre, etc. Mais le fait divers, c'est un concept qui est médiatique. Une infraction devient un fait divers avec sa médiatisation. Et pour rebondir sur cette histoire de feuilletonnage de la presse qu'on retrouve actuellement, hein, avec des télés d'information en continu, où on n'a plus trop, on a même rien à dire de neuf, mais on fait du neuf avec du vieux. Le temps médiatique n'est pas celui de la justice. Et ce besoin de réponse, ce besoin de comprendre, cette volonté d'avoir des réponses, qui est d'ailleurs partagée par tous, hein, acteurs de la procédure comme public, il nécessite un certain temps, un temps qui est parfois incompressible, qui est souvent trop long, pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir dans la partie questions-réponses. Mais ce temps de la justice ne correspond jamais à celui de la médiatisation d'une affaire, que ce soit dans la conduite de l'enquête, on veut savoir qui est l'auteur des faits, de quoi la personne est décédée, mais également au niveau de la réponse pénale. Quand viendra la décision, quand est-ce que le procès se tiendra, etc. Donc, pour répondre à cette question, le fait divers pour un magistrat n'existe pas en tant que tel.
Et comment fait-on quand on est juge d'instruction, même procureur, vice-procureur, comment fait-on pour résister à la pression journalistique? Parce que évidemment, il y a un fait divers est annoncé, donc enfin, on peut imaginer un crime, par exemple. Enfin, et donc voilà, ça peut être brut, ça peut être voilà, quelques lignes, on va broder autour, etc. Mais après, il faut avoir des informations. Donc il y a les avocats, mais est-ce que les juges qui sont forcément sollicités, comment on résiste, comment on ne dit rien? Alors, la médiatisation crée une pression, c'est certain. Mais d'abord, tout fait divers n'est pas un crime et tout crime n'est pas un fait divers. On a parfois les mêmes ingrédients, si vous me passez l'expression, qui sont réunis et qui pourtant vont faire que cette affaire ne sera pas couverte par la presse au même titre que une autre affaire réunissant les mêmes conditions. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu à instruire à Poitiers une affaire qui était la même histoire que l'affaire de la séquestrée de Poitiers, mais en situation inversée. C'était plus la fille, mais la mère, cette fois, qui était cachexie, découverte sur un lit couvert d'excréments et isolé dans une pièce sous le grenier. Cette affaire, finalement, très peu de gens en ont entendu parler. En tout cas, elle n'a pas du tout suscité l'intérêt que 100 ans plus tôt, la presse avait pu voir dans Ça a été traité dans la presse quotidienne locale? C'est vraisemblable. Ah, C'est vraisemblable. J'ai plus le souvenir en détail de la médiatisation. Quelquefois, il y a, par exemple, si on prend le cas des Leslie et je sais plus, dans les Deux-Sèvres, là, ça a été un vrai feuilleton, alors que d'autres affaires similaires laissent totalement à dire. Enfin, on annonce la chose dans un journal, puis voilà, c'est pas repris c'est pas forcément repris par le journal lui-même pour faire une suite, et puis surtout, c'est pas repris par la presse nationale qui va démultiplier l'audience. Moi, j'ai pas forcément de réponse à cette question. C'est vrai que je suis le premier à être étonné parfois de l'intérêt que la presse trouve dans telle ou telle affaire, mais dans d'autres affaires, on sait bien pourquoi l'intérêt du public est focalisé sur cette affaire, en particulier en présence de disparition d'enfants, en présence de crimes qui sont particulièrement effroyables au sens premier du terme, où le public est dans l'incompréhension la plus grande et on veut comprendre qu'est-ce qui a pu amener une personne à commettre un acte d'une telle violence, d'une telle sauvagerie. Parfois, c'est lié aussi aux personnalités qui sont en cause. Souvent, les circonstances, il suffit que quelques circonstances soient un peu amusantes ou caricaturales d'une telle ou telle relation. Et ensuite, on a parfois surtout un niveau de violence sur un plan local qui franchit un seuil et qui attire l'attention du public pour diverses raisons. Donc, j'ai pas forcément. Cela dit, le niveau de violence n'est pas forcément suffisant. Si on reprend l'histoire des SDF que tu as traité, c'était très, 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 très dur entre eux. Il y a eu mort d'hommes, mais ça n'a pas donné une affaire extraordinaire. Non, c'est vrai, c'est une affaire qui était particulièrement choquante, en tout cas marquante pour tous ceux qui ont pu, de près ou de loin, approcher ce dossier. Il s'agissait d'une affaire qui se déroule dans un département voisin, dans le milieu de personnes vivant en marge de la société, dont un va être vraiment le moteur du passage à l'acte et qui va fédérer un groupe qui va se composer au gré des rencontres avec certains qui partent, d'autres qui les remplacent et qui vont être amenés à vampiriser une personne plutôt en situation de vulnérabilité ou d'isolement social pour ensuite le tuer, faire disparaître son corps avec un certain nombre d'opérations assez atroces. Et en l'espace de moins d'un an, on leur attribue quatre cadavres. Donc un fait d'une sauvagerie et d'une violence tout à fait exceptionnelle, qui finalement a bénéficié d'une très faible couverture médiatique, alors qu'on était persuadé, pour rebondir sur la question initiale, qu'on aurait affronté une forte pression médiatique devant finalement l'incompréhension que pouvait susciter une telle sauvagerie. Est-ce qu'il y a matière, Jean-Paul, à écrire une histoire à partir de ce genre de faits? Ou est-ce que c'est autre chose qui est en jeu quand on écrit des histoires? Moi, je pense que une histoire
derrière le fait divers, pour un écrivain, ce qu'il recherche, c'est l'histoire extraordinaire. Et je comprends que dans le cas d'Olivier, bon, cette histoire de SDF dans la pauvreté, ça n'intéressait pas le public. En revanche, l'affaire de Praek, oui, il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a des jeunes qui meurent dans des conditions atroces, invraisemblables. Il y a une espèce de mystère, puisqu'au départ, on ne sait pas qui a commis le crime, et je comprends à partir de ça que tous les journalistes aient, comme tu le dis, un peu feuilletonné. Là, on est en présence de quelque chose que le lecteur ne va pas lâcher. Voilà. Et je crois en plus, il me semble qu'on n'a pas retrouvé les corps tout de suite, c'est ça? Oui, exactement, puisque c'est à la suite de... Ils ont été tués à Prague, dans les Deux-Sèvres, et ça a été retrouvé en Charente-Maritime. Donc effectivement, là, il y a un mystère qui subsistait. Oui. Donc, voilà. Oui. Après, c'est un vrai roman, cette histoire, parce que les protagonistes qui ont participé aux recherches sont Oui, impliqués dans l'affaire. tout à fait. Et j'ai même vu un article dans Sud-Ouest qui parlait du chien qu'on a retrouvé, je crois, en Dordogne, quelque chose comme ça. Donc effectivement, là, il y a un ressort de mystère. Il faut quelque chose qui excite le lecteur. Bon, 4 pauvres types qui sont assassinés dans des conditions atroces, je ne pense pas que ça intéresse le lecteur. En revanche, des jeunes qui sont assassinés par d'autres jeunes, tout ça mêlé à des affaires amoureuses et de drogue, je pense que là, on est en présence d'un fait divers qui a un aspect romanesque et que la presse va exploiter. Bien. Alors, comment se passe une enquête? Enfin, partons de la scène de crime. Qui est sur place? Comment on apprend? Qui vient sur place? Comment ça se passe? Alors, je ne sais pas. Là, on parle du crime quand même. Tu as annoncé tout à l'heure que j'allais rentrer dans tous les détails. Je ne sais pas si je répondrai à cette attente, mais en tout cas, si on part d'un exemple finalement simple de la découverte d'un corps sur la voie publique, il va y avoir un requérant, comme on dit, un témoin, quelqu'un il va y avoir quelqu'un qui va faire appel au secours, souvent les sapeurs-pompiers, parfois la police. En tout cas, le déplacement des sapeurs-pompiers entraînera celui de la police ou de la gendarmerie et réciproquement. Une fois sur place, l'une des premières questions qui va se poser, c'est de savoir si la cause du décès est naturelle ou d'origine suspecte. Et le procureur de la République va alors être avisé par un officier de police judiciaire du constat de ce décès. Donc, quelle que soit l'heure, on téléphone chez le procureur pour lui dire il y a ça, venez. Ouais, les magistrats du ministère public, c'est-à-dire le procureur et son équipe, assurent une permanence 24 heures sur 24 pour traiter la délinquance et la criminalité. Et ils sont joignables. Alors, il y a évidemment des politiques pénales qui permettent d'éviter d'être réveillé pour tout et n'importe quoi, parce que on est de permanence de nuit, mais on travaille également le lendemain. Mais le décès fait partie des causes pour lesquelles les magistrats de permanence sont réveillés. Et lorsque la cause est manifestement d'origine suspecte, ils se déplacent. Pourquoi il se déplace? D'abord, c'est pour bien appréhender la scène de crime, ce qui pourra toujours servir ultérieurement, soit au stade du procès, soit dans le cadre du suivi de l'enquête. Et c'est également pour apprécier l'opportunité de saisir tel ou tel service spécialisé. Brigade de recherche, section de recherche de la gendarmerie, police judiciaire si on est en zone de la police nationale, donc plutôt en zone urbaine. Médecin légiste aussi. Alors, qui peut venir en présence d'une cause, enfin d'un décès sur la voie publique, un médecin va être nécessairement requis pour constater le décès. En général, un médecin légiste est requis. Si le procureur se déplace, c'est parce que la cause du décès est identifiée comme suspecte ou potentiellement suspecte. Et donc, un médecin légiste est nécessairement requis.
il se déplace et il procède à ce qu'on appelle une levée de corps, c'est-à-dire qu'il va procéder à des constatations in situ qui vont lui permettre ensuite de pouvoir affiner ses conclusions, notamment compte tenu des premières constatations qu'il sera amené à faire sur les rigidités cadavériques, sur la température in situ, etc. Mais je crois que Michel Sapané intervient dans quelques jours, donc il apportera un éclairage plus précis et technique. Et on fait des photos à ce moment-là. Et là, on voit par exemple sur la fiche, on voit les petits numéros. Donc ça fait partie de l'enquête, ça. Alors, parmi les actes d'enquête qui vont être ensuite diligentés, il va y avoir la réquisition d'un technicien d'identification criminelle qui ne revêt pas le même titre suivant qu'il appartient à la gendarmerie ou à la police, mais c'est un spécialiste de la constatation criminalistique et qui va donc se déplacer sur les lieux et il va procéder à un certain nombre de constatations. Alors on voit ça effectivement sur cette image, c'est matérialisé par les cavaliers. On voit ça régulièrement dans un certain nombre de séries ou de films, donc avec une numérotation des indices et traces pour pouvoir ensuite faire le lien entre les constatations et les différents prélèvements qui seront subséquemment effectués, puisque chaque trace fera l'objet d'un prélèvement, puis d'un placement sous scellé, lequel a vocation à être expertisé. Et on arrive donc au second temps d'enquête, puisque on va partir du postulat pour répondre à ta question que le décès était d'origine criminelle. L'enquête va alors prendre une tournure qui va être différente dans la mesure où les enquêteurs vont devoir procéder à l'ensemble des auditions qui leur permettront de pister un suspect, de trouver un mobile, de trouver un suspect. La situation la plus difficile à identifier étant celle du rôdeur isolé sans mobile, bien évidemment. Ce qui est quand même une situation relativement rare, mais qui se présente bien évidemment. Donc, ils vont procéder à des auditions de témoins, des proches de la victime. Ils vont faire ensuite des actes techniques avec, par exemple, la téléphonie. Et vont être exploités les différents prélèvements qui auront été effectués sur la scène de crime. Les vêtements de la victime, par exemple. Si on trouve une arme, un couteau ou autre, tout objet qui pourra être prélevé et qui peut présenter un intérêt pour l'identification de l'auteur des faits, avec derrière une batterie d'expertise qui s'offre à l'institution judiciaire suivant les compétences. On pense à l'exploitation de traces papillaires, à l'exploitation d'empreintes génétiques et d'autres techniques sur lesquelles je ne peux pas forcément rentrer en détail parce qu'en réalité la palette est très large et un collègue bientôt à la retraite, me disait il y a une dizaine d'années qu'il était heureux d'avoir été juge d'instruction dans les années 80 parce que à l'époque, le juge d'instruction faisait tout. Et c'est vrai que le juge d'instruction d'aujourd'hui fait beaucoup moins que le juge d'instruction des années 80 parce qu'en réalité, il délègue beaucoup d'actes à la police ou à la gendarmerie. Et moi, au contraire, j'étais très heureux d'être juge d'instruction aujourd'hui parce que la science a apporté beaucoup. Et on pourrait avoir tendance à différencier deux situations, celle où on a trouvé un auteur qui avoue les faits, de celle où l'auteur est inconnu, où l'auteur est identifié mais conteste les faits. Et en réalité, en termes de direction d'enquête, de conduite de l'enquête, la situation n'est pas si différente que cela parce que l'aveu vient simplement remplir un blanc. Il donne des explications là où finalement l'enquête ne pourrait peut-être pas aller. En tout cas, ça permet de mieux comprendre. Mais tout l'impératif et toute la rigueur que doit s'imposer un professionnel, qui soit magistrat, qui soit enquêteur, c'est celui de l'objectivité et de conserver à l'esprit l'idée que plusieurs pistes sont à envisager et qu'en tout cas, les éléments de preuve doivent être récoltés de manière corroborative ou confirmative d'aveu ou de déclaration. C'est un ressort scénaristique des séries télé, souvent. On voit dans les meurtres notamment,
on part sur une fausse piste, évidemment, parce que c'est trop facile. Et puis, on voit que finalement, c'est beaucoup plus compliqué. Et on a l'impression que l'instruction se fait à charge la plupart du temps. Et qu'il faut faire marche arrière ensuite. Donc, comment on fait pour garder, pour être ni à charge, ni à décharge, ou les deux? Comment est-ce possible de ne pas, de pas avoir trop d'empathie ou au contraire, ou le contraire, justement, avec ce qui s'est passé? Ça, c'est Il y a des fois, ça paraît évident que c'est comme ça, mais non. Certains ont parlé de schizophrénie du juge d'instruction, mais qu'on retrouve également chez un certain nombre d'enquêteurs, parce que les policiers, les gendarmes qui sont très impliqués dans la conduite d'enquête ont à cœur évidemment de ne pas faire d'erreur judiciaire, comme on en a pu entendre parler tout à l'heure, et de conduire devant la juridiction de jugement l'auteur des faits. Et donc le coupable, bien évidemment. Et ça, c'est une méthode de travail qui doit être développée, encouragée, qui consiste à s'imposer de réinterroger en permanence le poids des charges qui sont récoltées, et surtout de vérifier que certaines pistes n'aient pas été laissées de côté, même si, bon, bah, finalement, tout accuse la personne qui est mise en examen dans le cadre de l'instruction. On ne parle pas de mise en cause, mais de mise en examen dans le cadre d'une instruction. C'est parfois compliqué d'aller vérifier quelque chose en fait qui ne servait à rien. On sait que ça ne servira à rien, mais il faut le faire pour éviter qu'ensuite au procès, on se rende compte que on avait affaire à une personne qui s'accusait, mais sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et en réalité, il y avait une piste qui aurait pu être intéressante, et c'est bien déplorable parce qu'on ne s'y est pas intéressé, se satisfaisant de ce qui était déjà au dossier. Donc c'est une contrainte sur soi parfois, et c'est pas toujours évident d'aller vers sa propre, de lutter contre ses propres dépendances, hein. Mais c'est une rigueur qu'il faut s'imposer, et qui est un exercice évidemment très délicat à faire. Et ce qu'on appelle la collégialité dans l'instruction, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs juges d'instruction qui traitent le même dossier, ça a cet intérêt de croiser les regards et de faire en sorte que chacun teste les idées de l'autre, ou on teste ses propres idées auprès de l'autre. Pour revenir sur Florence Aubenas, dans L'inconnu de la Poste, elle raconte, certains de vous ont lu ce livre sans doute, je résume en 2 secondes, il y a une postière qui un matin et ça va poignarder sauvagement, on a piqué je crois 2000 € dans la caisse, quelque chose comme ça. Et donc celui qui est accusé immédiatement, c'est celui qui vit en face, qui est quelqu'un qui est un peu bizarre, un peu déstructuré, on pourrait dire, qui joue au cinéma de temps en temps, qui a joué avec Jacques Doyon, et qui dépense tout son argent comme ça, futilité, qui boit beaucoup, enfin, etc. Et qui après, donc une fois qu'il a tout dépensé, vit un peu comme un marginal. Enfin, voilà. Donc tout l'accuse. Et justement, alors Florence Aubenas a suivi l'affaire de très près et a dit à un moment que la juge d'instruction avait l'intime conviction, enfin je ne sais pas si on peut dire ça, hein, en tout cas elle était sûre que c'était lui. Et donc ça a patiné pendant des années, parce qu'on n'arrivait pas à trouver, il n'y avait pas de trace d'ADN de lui. En fait, il y avait une trace d'ADN de quelqu'un d'autre, mais qui n'était pas repéré, qui en fait a été repéré 15 ans après. Par hasard, un peu par hasard. Et donc là, c'est ça. Comment on se départit de cette... Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend à l'école de magistrature, à rester impartial, à avoir sans cesse la rigueur, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on acquiert au fil de l'expérience? Est-ce qu'on est meilleur juge d'instruction quand on a 10 ans d'expérience plutôt quand on commence? C'est une question difficile. Ça dépend de cette vie. Pas répondre. Mais non, je crois... Alors d'abord, pour répondre à la question de la formation, on a une formation initiale et une formation continue, obligatoire évidemment, qui comporte un certain nombre d'items de formation qui sont à la fois techniques, qui sont professionnels, mais qui sont aussi d'ouverture. On a des cours de psychiatrie, de psychologie, on a un certain nombre de conférences sur certaines affaires de philosophie du droit, etc. Enfin, c'est quand même une école qui est avant tout une école de la pratique judiciaire, et donc qui se tourne vers la formation professionnelle
Et dans ce cadre-là, l'affaire d'Outreau n'est pas un mot tabou, bien évidemment. Et donc, on est amené à évoquer, un certain nombre de pratiques judiciaires qui n'ont plus cours ou qui ne devraient plus avoir cours. Maintenant, c'est aussi une tournure d'esprit, c'est aussi des circonstances particulières et l'erreur judiciaire que chacun redoute, nul n'est à l'abri de la commettre. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est de l'avoir toujours à l'esprit pour justement ne pas se dire ben, maintenant j'ai 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, je ne la commettrai plus. C'est vraiment un risque qui menace toujours et chaque affaire est différente. Un fait divers, enfin, on sait tous que chaque fait divers ne ressemble à aucun autre, et les professionnels savent qu'aucune affaire ne ressemble à aucune autre, et que chaque fait doit vraiment être pris dans sa singularité, avec toutes les particularités qui sont induites par celle-ci et qui tiennent à la personnalité de la victime, à la personnalité du suspect et bien évidemment aux circonstances de fait. Messieurs Rago et Vérité étant là encore une anecdote amusante, c'est que il faut partir du constat que la réalité dépasse toujours la fiction. Et donc on peut toujours être surpris et qu'il ne faut surtout pas se fermer une hypothèse parce qu'elle serait tellement absurde qu'elle ne peut pas être exacte. Alors, avant d'arriver au bureau du juge d'instruction, parce que on ne sait jamais ce qui se passe dans le bureau du juge d'instruction, sauf s'il y a des fuites. C'est là que le romancier peut intervenir, dire raconter ce qui n'est pas raconté. Toutes les photos qui ont été prises au début, c'est le dossier. Comment on fait pour supporter la vue quand il y a un crime sanglant? Comment on fait pour... on commence le matin à travailler et puis on ouvre le dossier et on voit que des choses pas très embêtantes. Il y a deux cerveaux, comment... D'abord, on n'est pas obligé de focaliser sur les photos. Ouais, mais on est amené à les fondamentales. Oui, parce que c'est la scène du crime. Donc... Oui, les photos figent une violence, donc elles sont forcément très brutales. Mais au-delà des photos, on a un certain nombre d'éléments au dossier. Et c'est vrai que quand on interroge un suspect, en tout cas une personne mise en examen, ou qu'on demande à une victime d'identifier ou de nous préciser un certain nombre de circonstances, on est amené effectivement à consulter un album photo, donc toutes les photos avec parfois toute la brutalité qu'elles dégagent. Je ne sais pas vraiment quoi répondre à cette question parce que c'est une question qu'on peut poser également aux médecins légistes. Comment on fait pour prendre de la distance avec des corps qu'on dépaisse parfois pas à longueur de journée parce qu'ils ont une activité sur la médecine légale du vivant qui est importante, mais quand on enchaîne plusieurs autopsies, il y a effectivement une répercussion humaine qui est importante, il y a des conséquences, mais c'est un œil professionnel en réalité. Et parfois, on aborde un dossier surtout sous un angle factuel, technique, et on cherche à avoir des explications sur tel ou tel point. Après, on est humain comme chacun ici présent. C'est-à-dire que chacun a ses faiblesses, a ses moments de projection aussi. Hein. Moi, je me souviens d'une affaire où j'entendais un pédopornographe qui était très impliqué dans un réseau de prostitution enfantine où il proposait le corps d'une de ses nièces, ou de ses petites filles plutôt. Et cette petite fille avait l'âge de ma fille. Et en fait, je me rendais compte, en préparant l'interrogatoire, que je perdais complètement mon objectivité. Parce que ça me renvoyait, enfin, je matérialisais les choses très concrètement. Et donc là, c'est toute la difficulté que j'évoquais tout à l'heure.
d'arriver à prendre du recul sur ce qu'on fait, ce qu'on voit, pour garder à l'esprit que la justice doit passer et que pour ce faire, il faut qu'on cherche à comprendre parce que l'une des missions essentielles de la justice, et ça je pense qu'on ne le dit pas assez, alors il y a évidemment la fonction de punition, la fonction de réinsertion ensuite dans l'application de la peine, mais l'une de ses premières missions, c'est quand même de chercher à comprendre. L'institution judiciaire, elle dispose de moyens que peu de personnes sont en capacité d'avoir, que ce soit des moyens financiers ou techniques, les premiers étant adossant les seconds. La première volonté de l'institution judiciaire, c'est de mettre des mots pour qu'on puisse comprendre pourquoi, quand, comment, et notamment mieux appréhender les circonstances du passage à l'acte. C'est la raison pour laquelle, parmi les investigations que mène un juge d'instruction, sont nécessairement conduites des investigations relatives à la personnalité mise en examen, enfin, mise en cause, et de la victime pour qu'on puisse comprendre aussi le retentissement des faits sur sa personne. C'est ce qu'on appelle rechercher la manifestation de la vérité. Voilà, c'est ça. Ouais, parce qu'effectivement, c'est un travail. Alors, comment ça se passe? Alors, peut-être, Jean-Paul, tu imagines comment ça se passe dans le bureau du juge d'instruction sur une affaire sordide qu'on vient d'évoquer? Ce qu'on n'entendra jamais, parce qu'on lira jamais le dossier. Oui, enfin, mes expériences des bureaux des juges d'instruction ont été assez limitées. J'ai pas beaucoup aimé le pénal quand j'étais stagiaire. Je l'ai fait parce que c'était obligatoire. Donc j'ai eu des commissions d'office, j'ai plaidé au pénal. J'ai même plaidé une fois à la cour d'assises. C'est un très mauvais souvenir. Ce qui se passait dans le bureau du juge d'instruction, j'avoue que au bout d'un certain nombre d'années, mes 3 années de stage, je m'en suis un peu dégagé, puisque c'était pas ma partie. Et puisqu'on est en train de discuter sur le fait divers, moi, ce qui m'intéressait depuis mes années de stage, c'était le fait divers dans le domaine civil, c'est-à-dire des histoires extraordinaires qui n'étaient pas pénales. Bon, les crimes, j'écris des romans policiers, j'écris des romans noirs, mais ce qui m'a toujours plus intéressé, ce sont les vraies histoires dans le domaine civil et qui sont aussi extraordinaires que les histoires criminelles. C'est en tout cas mon sentiment, ma position. Et j'ai écrit à une époque, à la demande de GES Éditions, des volumes qui s'appelaient Histoires extraordinaires, dans toute une série de domaines. Et ce que j'aime bien dans la littérature et dans la littérature du fait divers, c'est non pas le fait divers criminel, mais c'est le fait divers civil, une histoire familiale, une histoire personnelle, quelque chose mystérieux éventuellement, mais pas nécessairement, qui tombe, qui sort de ce à quoi on ne s'attend pas, et bien présenté, qui va attirer le lecteur. Et je rejoins ce que tu as dit au début de l'entretien en citant Florence Aubenas. Bon, il y a des histoires, c'est comme l'alcool, tu en commences une et ensuite tu veux toutes les lire ou les voir ou les traiter. Voilà. Ces petites histoires, c'est révélateur du comportement d'une société. Oui, c'est l'être humain. Je trouve que l'être humain, il est formidable. Donc c'est quoi? C'est rapine, jalousie, prévarication, enfin, Pas nécessairement, parce que là, tu vas dans captage d'héritage. Oui, oui, c'est intéressant, ça. Je ne vais pas nécessairement dans le domaine judiciaire. Tu as des histoires qui ne seront pas traitées judiciairement, ou en tout cas pas sur le plan pénal, qui me passionnent ou m'ont toujours passionné. Bon, par exemple, j'ai raconté dans un volume qui s'appelle Histoire de la chouannerie, la découverte vers 1830 d'un suicide de quelqu'un au pistolet dans une chambre misérable, et près de son pistolet, près de lui, il y avait une tragédie de Voltaire, Hérifile, complètement oubliée, ouverte à une certaine page. Le juge d'instruction a eu du mal à comprendre pour quelle raison, parce qu'il y avait eu un juge d'instruction, on se demandait s'il s'était suicidé ou s'il y avait eu un crime. Et le juge d'instruction s'était demandé pour quelle raison s'était-il suicidé en définitive avec la page X de la pièce de Voltaire, Hérifile. Et sur cette page, tu avais un passage
où il était indiqué par un personnage de Voltaire, qui combat pour son pays n'a pas besoin d'aïeux. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le rappel de faits qui s'étaient passés plus de 30 ans auparavant, au temps de la chouannerie et de la fin de la chouannerie. Le suicidé était en fait le fils d'un commerçant d'une ville de la côte normande dont je ne me souviens plus du nom, qui participait au combat de la chouannerie en compagnie d'aristocrates. Et dans ce cadre, il avait rencontré la sœur d'un camarade chouan qui était une aristocrate, et il lui avait semblé qu'ils se plaisaient l'un et l'autre. Et de fait, il avait offert à la fille subrepticement des boucles d'oreilles qui avaient été acceptées et non rendues. Et elle, en contrepartie, quelques temps plus tard, lui avait offert, avec la page cornée d'Hérifile, de Voltaire, ce que je viens d'indiquer. Le problème, c'est que à cette époque-là, le fils d'un commerçant n'épouse pas la fille d'aristocrate, même s'il s'est battu pour la royauté. Et à partir de là, le héros de mon récit, qui s'appelait Edeline, a surgi dans la maison familiale de son idole, a arraché douloureusement les boucles d'oreilles et est parti. Et il y a eu ensuite un duel entre le frère et Edeline. Bon, Edeline a tué le frère au pistolet, mais le résultat de l'histoire, c'est qu'il a perdu quelque chose qui pour lui était essentiel, cette histoire d'amour à laquelle il tenait et avec laquelle il avait vécu une trentaine d'années avant de se suicider. Et ça, je trouve que cette histoire, elle était extraordinaire, et c'est pourquoi je l'ai reprise et écrite. Très bien. C'est dans quel livre? Histoire extraordinaire de la chouannerie. Ça, c'est mal vendu, c'est dommage. Il en reste. Alors Olivier, comment ça se passe dans le bureau du juge d'instruction? Parce que là, il faut comprendre le mise en cause. Alors on ne dit pas présumé auteur, on dit mise en cause. Hein. Puis après, mise en examen. Mais comment... ce qu'on voit dans certains films, hein, comment ça se passe? Parce que vous êtes très proches. Donc, il y a de la psychologie, il y a du jeu aussi. Parfois, il y a là où les avocats, enfin, voilà. Alors, et ça reste secret normalement. un interrogatoire ou Et ça peut une durer des audition, heures. ça peut durer des heures, effectivement. Bon, là, on parle du fait divers, donc plutôt des faits de nature criminelle, ou en tout cas à caractère violent. Mais on a effectivement des interrogatoires dans les dossiers économiques et financiers qui peuvent durer plusieurs heures, mais de la même manière d'ailleurs que un interrogatoire dans un dossier criminel peut durer plusieurs heures, une journée, et parfois être dupliqué ou répété sur plusieurs jours consécutifs. On n'improvise jamais un interrogatoire, en tout cas si on le fait, il y a de grandes chances que ce soit un interrogatoire inutile. Ça demande une préparation importante. Il n'y a jamais vraiment de surprise. Pourquoi? Parce que la personne mise en examen ou la victime dispose du droit d'être assistée d'un avocat, et cet avocat, comme elles-mêmes, si elles n'ont pas d'avocat, ont accès au dossier. Donc ils peuvent savoir tout ce qui est dans le dossier au jour où elles vont être attendues. Dossier donc complet. Donc il sera forcément entendu sur les éléments de dossier. Maintenant, l'idée, c'est que l'interrogatoire puisse faire avancer les choses. Donc, on prépare des questions pour que on ait, si possible, des réponses à des interrogations qui se posent en voyant le dossier, partant du principe que des auditions ont déjà été faites au cours de la garde à vue. Parce que si on en arrive dans le bureau du juge d'instruction, c'est que là, on a sauté un certain nombre d'étapes par rapport aux propos de tout à l'heure, sur lesquels je reviens très rapidement. C'est que le travail d'enquête dont on parlait a abouti à l'identification d'un auteur qui a été interpellé, placé en garde à vue, et ensuite il a été présenté à un juge d'instruction. Et là, à partir de là, seul le juge d'instruction pourra l'entendre. Et à ce titre-là, il y a des interrogatoires, des confrontations également entre plusieurs personnes mises en cause, parfois entre des mises en cause et des témoins, la victime et des témoins, le mis en cause et la victime. Mise en cause, mise en examen, je disais tout à l'heure, qui reste présumé innocent.
Pour les journalistes, c'est toujours un exercice compliqué d'expliquer que le mis en cause présumé innocent, donc ça a donné lieu à ce raccourci qui inverse complètement le concept de présumé auteur ou d'auteur présumé, qui en réalité est un auteur présumé innocent. Mais dans l'esprit du public, on voit bien de quoi on parle, c'est le suspect. Et donc, concrètement, cet interrogatoire, il prendra le temps qu'il devra prendre, sachant que la personne a toujours la possibilité de garder le silence. C'est un droit fondamental dans notre procédure. Il a également le droit de mentir, contrairement au système judiciaire américain, ce qui fait que ça peut donner lieu parfois à des échanges absurdes, notamment quand on a une réponse absurde qui confronte, qui donne lieu ensuite à une question qui confronte cette réponse absurde avec des éléments matériels du dossier. Et donc on a une nouvelle réponse absurde, mais bon, l'absurdité n'est pas interdite, elle est simplement contre-productive pour celui qui la communique. Donc c'est des interrogatoires après qui peuvent être en fait, qui dépendent beaucoup de l'état d'esprit des protagonistes, que ce soit le juge d'instruction ou la personne et son avocat. La plupart des interrogatoires sont finalement de simples échanges de l'ordre de la conversation. Hein. C'est une question, une réponse qu'on acte. Et donc, ces interrogatoires, ils ont lieu en présence du greffier, qui est là pour certifier l'exactitude de ce qui est donné. Un juge d'instruction ne pourrait pas travailler seul. D'ailleurs, moi, j'ai eu la malchance d'avoir un arrêt de travail de ma greffière pendant quelques mois. Elle n'était pas remplacée, et donc j'étais quasiment au chômage technique. Donc, j'étais obligé d'aller pleurer pour avoir une greffière qui acceptait de m'assister dans des interrogatoires. Sinon, je ne pouvais pas entendre les gens, ce qui est le cœur du métier. Oui, donc à ce moment-là, c'est le juge d'instruction qui est le patron de l'enquête, pas non plus les policiers ou les gendarmes, ils ont fait leur boulot. À la limite, il peut être requis pour autre chose, pour des compléments, voilà. Et ensuite, comment ça se passe? Donc, il peut y avoir plusieurs types d'interrogatoires. De toute façon, ça peut durer des jours et des jours pour les affaires très complexes. Il peut y avoir des interrogatoires très très brefs, oui. Simplement pour poser une question. Enfin, on ne posera jamais qu'une seule question, bien sûr, mais parce qu'il y a un élément nouveau qui est arrivé au dossier. On peut faire un interrogatoire très très long qui consiste à revenir en détail sur les faits en confrontant au regard des résultats des expertises qui sont rentrés dans le dossier depuis l'ouverture d'instruction. Sachant que les expertises prennent un certain temps. Sachant que les expertises pas immédiat. Prennent un certain temps et prennent rang dans un cahier des charges déjà rempli et un agenda lui-même très rempli, puisque les experts ont un certain nombre de contraintes suivant enfin, de manière générale, l'expertise est soumise à des contraintes techniques, mais également des contraintes éthiques et processuelles pour garantir la fiabilité de la preuve. Les experts en génétique, par exemple, sont quelques laboratoires en France, moins de 10, et on ordonne énormément d'expertise génétique, puisque maintenant c'est devenu quand même une vérification qui est systématique dans les dossiers criminels dès lors qu'on a matière à exploitation. On a également des interrogatoires qui tiennent, qui consistent à interroger la personne sur sa personnalité, sur son parcours de vie, pour rejoindre ce que j'évoquais tout à l'heure. Puis on peut avoir ensuite des auditions de victimes, des auditions de proches de victimes quand la victime est décédée. On peut avoir des confrontations, je le disais tout à l'heure. Et puis on a, et là c'est l'occasion de sortir du cabinet, des reconstitutions ou des perquisitions parfois. Alors, d'où l'intérêt, dans certains cas, d'avoir une reconstitution des faits. Parce que, tu donnes un exemple, justement dans ta pause, quelquefois, sur place, on se rend compte que ce qui a été validé par les experts ne fonctionne pas. Oui, tu fais référence à une affaire un peu caricaturale qu'on avait partagée avec Michel Sapané, où, dans un dossier qui est finalement très, très simple, sur un plan factuel, hein, c'était un homicide conjugal reconnu,
Donc l'auteur avait décrit dans le détail le déroulement des faits. Une reconstitution est organisée. L'idée d'une telle reconstitution, c'est simplement de vérifier la conformité entre les déclarations et les constatations scientifiques. Il n'y avait pas vraiment de sujet dans cette hypothèse, puisque l'expertise balistique, l'expertise médico-légale et l'expertise, ce qu'on appelle la morpho-analyse des traces de sang, c'est-à-dire l'étude des projections de sang, concluaient toutes à la compatibilité entre les constatations faites par les experts et les déclarations. Donc c'était une reconstitution finalement corroborative qui avait pour vocation de permettre à la juridiction de jugement, la cour d'assises, d'avoir en main un album qui permette aux jurés de visualiser les lieux et de comprendre les circonstances de fait. Et en réalité, de manière surprenante, la mise en scène a démontré que si le corps était dans telle position, les projections de sang étaient compatibles avec la morpho-analyse, mais plus avec l'orientation du tir pour le balisticien. Si on inversait le sens, si on décalait, il y avait un problème pour le médecin légiste, etc. Donc on s'est retrouvé à faire un certain nombre de projections sur site et on s'est rendu compte que contrairement à ce que l'auteur avait dit, l'auteur des faits évoquait une espèce de bouffée de colère où quand sa conjointe rentrait, il déchargeait un fusil de chasse sur elle. On s'est rendu compte qu'en réalité, la seule position qui était compatible avec les constatations, c'était qu'il avait attendu la victime à l'extérieur du domicile, qu'elle était rentrée dans son domicile et qu'il avait entrouvert la porte pour glisser le canon et décharger le canon dans son dos pour l'abattre, ce qui, en réalité, sur un terme, en termes criminels, ne change absolument rien. Il s'est avéré que cette personne a été jugée pénalement irresponsable puisqu'il était schizophrène et présentait un certain nombre de pathologies, donc ce qui permettait pas forcément de comprendre pourquoi il s'attachait tellement à une version qui ne correspondait pas à la réalité objective des faits, mais on était dans une situation où effectivement la reconstitution vient vérifier la conformité entre les déclarations et les constatations scientifiques. Et ensuite, si on arrive au procès, là, le juge d'instruction ne participe plus. C'est le procureur qui entre en ligne. En fait, le juge d'instruction, il conduit l'enquête, de manière impartiale. Enfin, c'est ce vers quoi il est censé tendre, donc mener des investigations qui sont, on dit, à charge ou à décharge. En réalité, ce qui l'intéresse, c'est de chercher à vérifier tout ce qui peut être fait pour s'approcher au plus près de la réalité. Et on résume ça en disant qu'il instruit à charge et à décharge. Enfin, c'est l'expression consacrée en tout cas. Lorsqu'il va clôturer son instruction, il va rendre un acte d'accusation. S'il renvoie la personne devant la cour d'assises, il va rédiger une ordonnance de mise en accusation. Donc par un acte écrit, il va faire le bilan des charges et des éléments à décharge pour conclure qu'il y a suffisamment de charges. En tout cas, il n'y a aucun élément qui affaiblit le poids des charges. Et donc, il va renvoyer la personne devant la cour d'assises. Et finalement, cet acte, c'est son acte d'accusation. C'est là où il matérialise son raisonnement. Et puis, c'est le dernier acte par lequel il a la parole. Maintenant, il est arrivé que des cours d'assises demande au juge d'instruction de venir témoigner devant elle, soit parce que la défense avait fait citer le juge d'instruction pour avoir des explications, que le juge d'instruction apporte des précisions sur tel ou tel point, soit pour être éclairé sur tel ou tel point. Je n'ai jamais été confronté à cette question, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Parfait. Bon, on a fait le tour de la question. Jean-Paul Bouchon, racontez-nous comment vous avez fait tous les deux avec ton frère, comment vous êtes mis dans ces romans policiers, comment vous les avez écrits, et puis comment vient l'idée du scénario au départ, et comment ça s'entretient. Alors, pour ce qui concerne... Parce que pour La Bête de Poitiers, ça part d'un vrai fait divers. Ça part d'un fait divers. Transposé. Oui, historique,
qui est l'histoire de la bête du Gévaudan. J'avais écrit isolément toute une série de pages, et puis j'avais tout de même trouvé le point de départ de cette histoire. C'est un magistrat qui vient se réfugier qui cherche une ville où il ne se passe rien, où il pourra se cacher. Et il pense que Poitiers est idéal sur ce plan. Donc, il part du sud-ouest, enfin bon, de la région de la bête du Gévaudan, pour se cacher à Poitiers. Alors, j'avais écrit, je sais pas, 60-80 pages, et puis j'étais bloqué. Et j'avais à l'époque un frère, puisqu'il est maintenant décédé, auquel je me suis ouvert de mes difficultés. Lui, il avait écrit 2 romans policiers. Et je lui dis, écoute, voilà, j'ai fait 70-80 pages, tu prends mes pages et tu en fais ce que tu veux, tu écris le roman. Et il m'a dit, non, on va le faire ensemble. Et on a effectivement fait La Bête de Poitiers ensemble. Et à partir de ce roman, on a trouvé un espèce de système qui nous a parfaitement convenu l'un et l'autre. C'est-à-dire que moi, globalement, j'avais le pitch de départ, j'écrivais le scénario. J'aime beaucoup la documentation, j'ai pas mal de bouquins dans tous les domaines, et j'aime bien consulter Gallica BNF. Donc j'ai pas mal de choses que je connais à ce niveau-là. Et lui, en revanche, ce qu'il aimait, c'est prendre mon scénario, écrire quelque chose et travailler le style. Et une fois qu'il avait écrit le premier jet à partir de mon scénario, qui était très développé, on se corrigeait mutuellement jusqu'à la remise du bouquin définitif à notre éditeur. Et ça a marché, et ça a si bien marché qu'on a écrit toute une série de bouquins ensemble, peut-être 6-7 environ. Voilà. Comment avez-vous travaillé pour Sherlock Holmes? Parce qu'il est dans le domaine public maintenant, donc on peut tout faire avec ce qu'on veut avec Sherlock Holmes. Oui, on peut tout faire, sauf aux États-Unis, où il y a des nouvelles de Conan Doyle qui sont encore dans le domaine public. Donc il faut absolument éviter de faire quelque chose qui se rapproche de ces nouvelles. Mais pour le surplus, il y a des bouquins qui ont été publiés par d'autres éditeurs bien avant nous, qui utilisent Sherlock Holmes et Watson dans les nouvelles ou dans les romans. Donc c'est permis depuis la fin des droits d'auteur. La seule obligation qu'on a, enfin, en tout cas c'est ce que j'avais vérifié, c'est de respecter l'esprit holmésien et de ne pas raconter n'importe quoi et de ne pas transformer nos héros en personnages qui ne seraient pas conformes à ce qu'avait voulu Conan Doyle. Alors, notre originalité, me semble-t-il, c'est qu'à partir de Sherlock Holmes et les Bonnes de Poitiers, on a inventé une famille poitevine, cousine de Holmes. À partir d'un élément qui est tout à fait holmésien, Sherlock Holmes, selon Conan Doyle, a une grand-mère française qui s'appelle Vernet. Et nous, on a décidé que, effectivement, il avait une grand-mère Vernet, mais la famille Vernet, à l'époque où Sherlock Holmes vient à Poitiers, c'est un avocat maigrichon qui s'appelle Horace, c'est une grosse épouse qui s'appelle Modeste Radegonde, et un fils un peu spécial qui s'appelle Narcisse. Et à partir de là, on s'est beaucoup amusé, mon frère et moi. En plus, on était durant le Covid, donc on était tous isolés chez nous, mais avec Internet, c'est fabuleux. Donc, tous les jours, on s'échangeait par le net ce qu'on avait trouvé, ce qu'on avait écrit, ce qu'on avait pensé. Et on a écrit ce roman en 4 mois qui nous a plu, qui finalement a bien marché. Et qui se passe dans le Poitiers du début XXe siècle. Poitiers 1910. Il y a beaucoup de scènes dans le quartier. La cathédrale que j'aime beaucoup. Voilà, la cathédrale, voilà. Oui. Il y a des descriptions, Oui. voilà, et ça a beaucoup changé depuis. Oui. Alors que La Bête de Poitiers, ce qu'on avait voulu faire, c'est un Poitiers totalement différent qu'on ne voit pratiquement jamais dans les romans, c'est-à-dire c'est la ZUP, c'est les couronneries, et ainsi de suite. Donc là, ça a été notre choix et ça a également marché. C'est très très bien vu sur la ZUP. Alors, tu pourrais nous parler de quelques romans. On peut tout de suite, parce que le temps passe, peut-être vous pourriez nous parler de Philippe Génada, La Serpe, parce que ça, c'est un autre genre encore. C'est pas du roman noir, c'est du récit. C'est du roman non fictionnel. Alors, je
inspiré par oui. une histoire vraie qu'il a refaite. Voilà, oui. C'est pas un récit historique. Il a consulté, il a été sur les lieux. Il a consulté. Philippe Génada a eu le prix Goncourt, hein, c'est Oui, ça, pour la serre. oui. Il a été sur les lieux, il a consulté tous les éléments. C'est un procès qui a été plaidé et gagné par Maurice Garçon, donc de Ligugé. Et Génada a fait non pas encore une fois un récit, mais ce qu'il appelle, ou ce qu'on appelle maintenant, un roman non fictionnel. Ce qui lui permet de naviguer dans beaucoup de choses, de s'apesantir sur certains éléments sur lesquels on ne s'apesantirait pas si on faisait un récit de type historique. Mais ça a bien marché, et c'est effectivement à la fois agréable à lire et très instructif, et c'est bien fait. Et Olivier, c'est vraiment bien fait, La Serre de Génada? Oui, non, c'est Philippe Génada a écrit des livres qui sont évidemment très bien faits. Ce qui est saisissant pour le magistrat que je suis, c'est que quand on finit la première partie où il reprend les éléments du procès, on se dit bah, finalement cet homme-là était coupable et on comprend pas trop pourquoi il est acquitté. Et ensuite, quand on passe à la deuxième partie du roman, enfin, je suis effrayé de voir à quel point justement ce qu'on appelle l'effet tunnel a fonctionné dans cette situation où finalement rien n'a été vérifié et tout a été pollué par une certitude de départ. C'est vrai que c'est ce que redoute tout magistrat et certainement tout enquêteur à un moment ou un autre de ça. Et c'est comme ça qu'on en arrive au procès en révision. Je crois qu'il faut. Enfin, je parle sous le contrôle d'Olivier, mais il me semble qu'à l'époque, la cour d'assises n'avait pas de magistrat dans le personnel chargé de juger. Il y avait simplement les 12 jurés que certains avocats hyper doués pensaient pouvoir éventuellement manipuler, convaincre en tout cas. Ah, ça c'était, je sais pas. C'est possible, ça apparaît dans les souvenirs non rigides, mais souvenirs de cour d'assises, mais j'ai pas la temporalité de ce procès. Je crois qu'à cette époque, c'est le président et 12 jurés populaires, et pas du tout comme aujourd'hui, 3 magistrats professionnels qui, en quelque sorte, entre guillemets, encadrent un peu les débats et la réflexion. Ce serait à travailler, en tout cas. D'accord, ça vérifie. Tu considères que 200 froid de Truman Capote est un chef-d'œuvre du genre? Oui. Et alors pourquoi? Parce qu'à partir d'une affaire, je ne dirais pas qu'elle est insignifiante, parce qu'il y a quand même eu 4 morts là-dedans, mais c'est 2 débiles qui assassinent pour quelques dollars toute une famille bien pensante de je ne sais plus quel état. Et Truman Capote se passionne pour l'histoire, il se passionne également pour les auteurs du crime, et il les suit jusqu'à leur exécution. Bon, il y a 400 à 500 pages qui me semblent fondamentales, ou en tout cas que j'ai beaucoup apprécié lorsque j'ai lu le bouquin. Mais alors pour te dire, qu'est-ce qui fait il transforme un fait divers en quelque chose de romanesque, mais un romanesque vrai. Et c'est peut-être ça le roman non fictionnel, c'est-à-dire qu'à partir d'un élément concret, à partir d'un véritable procès, le romancier a un certain talent pour pouvoir recréer véritablement quelque chose que ne recréerait pas un historien ou quelqu'un qui fait un récit de type criminel. Je crois en tout cas que c'est ça. Et en plus, bon, il y a des scènes, il y a des portraits, tout ça est très bien écrit. Il y a un humour noir de Truman Capote de temps à autre. C'est pourquoi je dis que c'est un des excellents. Enfin, c'est globalement ce que je considère être, compte tenu de la présence de Génada dans notre discussion, le premier roman non fictionnel de qualité. Très bien. Il est déjà à 40. Peut-être une dernière chose. Et Simonon là-dedans? Simonon, c'est un modèle aussi? Parce que c'est déjà ordinaire la plupart du temps. Oui. Et on essaie, il y a une déprime, il y a un passage à l'acte qui n'est pas forcément nécessaire. Oui. Alors, Simonon, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai l'impression que par rapport à, contrairement à Génada, il ne part pas généralement, et même pas souvent du tout, d'un fait divers qui existait. Bon, je crois que, à part le bourgmestre de Furnes, qui
est un souvenir lointain de la séquestrée de Poitiers. Et puis également, j'ai un roman qui se passe dans les Galapagos, qui s'appelle Ceux de la soif, et qui raconte, enfin, qui est fondé sur une histoire vraie. Bon, je pense que Simenon ne partait pas du tout d'un fait divers. Sa façon d'écrire, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui lui venait à l'esprit. Il s'asseyait, il consacrait 12 jours à 12 chapitres, et c'était terminé, et il passait à autre chose. Donc, à part ça, éventuellement, on dit bon, que la Chambre bleue a quelques aspects de l'affaire Marie Bénard. Mais quand on lit la Chambre bleue et qu'on compare à l'affaire Marie Bénard, c'est tout de même très éloigné. Oui, c'est surtout une ambiance chez Simonon. Il maturait pendant un certain temps, il écrivait sur des enveloppes, tous les traits particuliers, le nom. Il paraît il lisait 6 départements, si c'était dans Vendée, par exemple, il écrit Oui. Vendée, il regardait l'annuaire téléphonique, tous les noms des gens pour voir si, voilà, pour s'immerger complètement. Voilà. Et donc c'est plus dans l'ambiance, dans l'atmosphère. Et c'est vrai qu'avec quelques mots, avec très peu de vocabulaire, il arrive à faire passer un malaise immédiatement. C'est ça qui est Tout à fait. c'est fascinant. Oui. Et je ne sais pas comment il fait. Enfin, Oui. beaucoup de gens, beaucoup d'écrivains disent on ne sait pas Oui. comment il fait. Oui. Ça marche. Tu as un roman que j'aime beaucoup, que peu de gens, me semble-t-il, connaissent. Il en est tiré il y a quelques années un téléfilm. C'est La fuite de Monsieur Monde. Il n'y a rien de criminel là-dedans. Un Monsieur Monde fuit sa femme. Il est chef d'entreprise et ça l'embête. Tout d'un coup, il s'arrête et il part vers le sud et on le voit avoir une liaison avec quelqu'un dans une ville qui ressemble peut-être à Marseille ou quelque chose comme ça. Et ensuite, à l'issue du roman, il revient et il reprend sa vie telle qu'il l'avait quittée. Donc, il n'y a rien de criminel, mais il y a cette ambiance. C'est vraiment remarquable comme traitement. On ne peut être, à mon sens, qu'admiratif devant tout ce que fait Simon. Parfait. On peut passer aux questions, il est moins le quart bientôt. Quelques questions? Si personne, j'aurais une question pour pour Frédéric Chauveau, si tu veux bien répondre. Il a eu un livre de commande sur les bonnes, sur les sœurs Papin, et la commande de l'éditeur, c'était d'écrire, de raconter l'histoire, pas vraiment comme un historien, et notamment pas du tout de notes. Alors, quand on est historien, sans appareil critique, c'est vraiment difficile, quoi. Et comment on fait pour se mettre dans la peau de l'écrivain, finalement, et non pas de l'historien seulement? C'est assez déloyal parce que moi j'avais préparé un certain nombre de questions, mais alors je vais essayer de répondre à celles-ci. Non, la difficulté, enfin d'abord c'est des surprises parce que je me suis aperçu qu'il y avait 2 dossiers, notamment le dossier du juge d'instruction de l'époque, et après ça l'autre dossier c'est celui du greffier, qui avait été tellement choqué par l'affaire, qui du coup a subtilisé parfois des éléments du véritable dossier judiciaire qui a été déposé après aux archives départementales, et en quelque sorte pour prendre de la distance, les photos qu'il avait subtilisées, il les avait encadrées avec des rubans colorisés pour dire bon ben voilà. Et il y a des documents qu'on trouve que dans ce dossier-là. Donc l'idée effectivement c'était d'écrire sans note, mais d'essayer d'adopter le point de vue un petit peu du greffier, et puis de se remettre à la place des personnages de l'époque et de mener un petit peu donc l'enquête sans a priori, tout en sachant que l'autre difficulté, comme c'était aussi d'essayer d'adapter, si je puis dire, le point de vue des bonnes, voilà, avec à ce moment-là donc comment dirais-je, la distance aussi nécessaire, puisque l'ensemble du dossier est à charge contre les 2 bonnes. Voilà, on les écrase véritablement au moment de l'instruction du dossier psychiatrique. Et donc, l'idée, c'était aussi d'essayer de leur rendre justice. Voilà, donc ça fait une sorte d'amalgame. Mais si je rentre dans le détail, je vais être trop long et je vais occuper donc tout le temps disponible. Alors, j'arrive tout de suite à ma question. Alors, j'en ai tout de suite 2. La première, c'est qu'à la fin du 19e siècle, il y a un grand débat en disant qu'il existe 2 mentalités judiciaires, la mentalité des experts d'un côté et la mentalité du juge de l'autre côté. Et en disant que comme finalement donc l'enquête devient de plus en plus technique et scientifique, le juge se trouve de plus en plus démuni
et il n'a plus forcément donc les moyens pour rendre des arbitrages. Il est obligé de se fier donc complètement à la parole de l'expert ou ce que l'expert peut dire. Ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'est que dès les années 1830-1840, il y a quelques rares manuels de juges d'instruction qui sont proposés et qui donnent des conseils. Placez le suspect ou la personne que vous avez interrogée dans tel endroit de la pièce. Il faut que la lumière a telle orientation. Du coup, vous verrez à ce moment-là tressaillir sur son visage les marques de l'honnêteté ou au contraire à l'inverse. Voilà. Et donc, il y a comme ça toute une série de conseils concrets sur la mise en scène pour préparer donc un petit peu donc l'interrogatoire. Alors, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Je vais commencer par la plus simple des deux questions, c'est-à-dire la dernière. Chacun appréciera la simplicité de la question, mais non, ce type de recommandation n'existe plus. On n'a pas vraiment en fait de bonnes pratiques. Peut-être qu'on gagnerait à être mieux formé, mieux préparé sur l'interrogatoire, mais on n'a pas de conseils de conditionnement. En revanche, l'un des conseils qu'on donne notamment à tout nouveau magistrat, c'est de ne pas laisser sur son bureau tout objet tranchant ou contendant à disposition, parce qu'on ne sait jamais l'usage qui peut en être fait. Maintenant, pour la première question, c'est un procès qui existe encore, hein. Enfin, c'est pas vraiment un procès, c'est plutôt une discussion, une polémique, hein, la technicité de l'expertise. Et il est certain que dans un certain nombre de dossiers, les magistrats sont quasi aveugles. Je pense à un incendie, un accident d'avion. Ou un accident en mer sur un naufrage technique ou autre. Les spécialistes sont très peu nombreux. En matière d'aviation, il y en a un, c'est le BEA. Le BEA qui a d'autres compétences sur notamment l'homologation. Donc on peut avoir parfois des difficultés en termes d'objectivité, même si il y a un certain nombre de garanties. En tout cas, l'une des exigences qui est faite à l'expert quand il dépose ses travaux, c'est d'expliquer clairement et simplement son analyse et sa démarche. Il faut qu'on soit capable d'avoir un regard critique. Alors parfois on a des tableaux évidemment qui matérialisent des courbes de test de résistance. Par exemple, j'ai en mémoire une expertise de résistance d'un vérin que j'avais ordonné suite à un accident d'un manège. Bon, j'étais bien peu avancé en voyant ces courbes qui étaient certainement très édifiantes pour les spécialistes. En revanche, l'explicitation de l'analyse, ça, j'étais capable de la suivre. Alors ensuite, la première morpho-analyse des traces de sang que j'ai lue, bon, je me suis dit, bon, ça vaut rien, ça. Du coup, j'ai convoqué l'expert, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à un art divinatoire. Et l'expert est venu dans mon bureau, et en fait, il m'a expliqué par le menu sa spécialité, la démarche de sa spécialité. En fait, j'ai compris que c'était pas du tout un charlatan, bien au contraire. Et j'ai essayé de matérialiser dans les réponses à mes questions, enfin, j'ai essayé de formuler les réponses à mes questions de telle manière qu'elles permettent au lecteur du dossier d'avoir des réponses aux questions que moi je m'étais posées en tant que profane. Et ça, c'est aussi le rôle du juge d'instruction, d'essayer de fournir au lecteur futur du dossier, qui est l'avocat, qui est le procureur, qui est le président de la cour d'assises, etc., des éléments de compréhension quand l'expertise est trop technique. Mais alors, il faut pas derrière ce procès décider de jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que cette technicité nous a permis aussi de renforcer le processus de qualité de la justice, si j'ose dire, c'est-à-dire que en recherchant à corroborer des déclarations par des preuves scientifiques, on ne cherche plus à obtenir à tout prix l'aveu, ce qui fait écho à votre deuxième question, en cherchant avec une lumière bien orientée, un siège un peu trop clouté ou autre, à obtenir des aveux qui finalement aujourd'hui sont relativement indifférents sur la culpabilité. C'est surtout pour, encore une fois, chercher à comprendre le déroulement du passage à l'acte. Peut-être une dernière question avant de... Tout là-bas.
au fond. Avant de libérer la salle, merci. Et évidemment, Jean-Paul Bouchon va dédicacer ses livres à la sortie. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos explications, c'était très instructif. Moi, je me demandais, en fait, c'est surtout au visionnage d'un film qu'a eu la Palme d'Or, Anatomie d'une chute, qui évoque ce que j'ai l'impression n'est pas souvent traité, c'est-à-dire la violence qu'un procès peut être pour les mises en cause, notamment. Et donc, je me demandais à la fois, donc, du point de vue d'un juge d'instruction, si c'est quelque chose qui est pris en compte et réfléchi, et aussi d'un point de vue de l'auteur, si jamais c'est quelque chose qui est transcrit dans les livres et qui peut revêtir un certain intérêt. Merci beaucoup. La violence institutionnelle à laquelle vous faites référence, elle est inhérente à la mise en œuvre de la justice en réalité, parce que à partir du moment où une plainte va être déposée, si la justice fait son travail, elle va aboutir à un certain nombre d'auditions et parfois un déballement d'éléments d'intimité qu'on ne souhaitait pas forcément voir exposés dans ces circonstances. Donc il y a une violence institutionnelle qui est évidente, mais qu'on ne peut pas prendre. Enfin, on ne peut pas, sous prétexte qu'elle existe, ne pas aller au bout de la logique, parce que derrière une plainte, il y a peut-être une réalité, il peut y avoir un mensonge, hein, mais il peut aussi, et la plupart du temps c'est le cas, y avoir une réalité, et le but de la justice, c'est de savoir ce qui s'est passé. On a une plainte, on a une mise en cause. Entre les deux, est-ce qu'il y a eu ce qu'il s'est décrit dans les circonstances telles qu'elles ont été décrites? Aucun acteur de la justice n'était présent. Donc le travail d'enquête va être justement d'atteindre cet objectif. Maintenant, si une personne a été indûment poursuivie, indûment incarcérée, indûment mise en cause, salie dans la presse, etc., elle dispose de certains droits, certaines actions pour obtenir une réparation de son préjudice, mais qui n'est jamais évidemment une remise en état de la situation antérieure. Simplement, sur un plan symbolique et institutionnel, il existe un mécanisme d'indemnisation d'un préjudice qui résulte soit de la mise enfin de la diffusion de photos d'une personne menottée alors qu'elle était présumée innocente, soit de son incarcération alors qu'elle a bénéficié ensuite d'un non-lieu. Parfait, merci. Merci beaucoup. Et on en revient au début. Que s'est-il passé? Le titre de cette manifestation et de la nécessité de mener une enquête à bout. Tout à fait à son terme. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous.